Fanmo est un garçon apparemment ordinaire qui vit dans la Chine moderne et est encore au lycée. Sa vie quotidienne est semée de problèmes car sa famille est très pauvre, avec son père qui travaille jour et nuit comme chauffeur juste pour joindre les deux bouts et une demi-sœur handicapée qui est incapable de faire quoi que ce soit par elle-même et doit être prise en charge pour chaque tâche. Un jour, il s'endort en portant un pendentif hérité, redoutant le lendemain où il devra vivre la même vie, lorsqu'il est transporté dans un monde fantastique de magie et de monstres. Malgré son entrée dans un nouveau monde mystique, sa vie personnelle reste la même que dans l'ancien monde ordinaire. Sa famille est toujours pauvre, avec son père travailleur qui peine à payer les factures et une demi-sœur handicapée à prendre en charge. Il passe l'examen d'entrée pour le lycée de magie, mais le rend tôt parce qu'il ne sait rien sur la magie. Vous voyez, il n'avait que 3 mois pour étudier 9 ans de matière. Réussir le test est obligatoire pour quiconque veut devenir mage, car c'est la qualification de base qui permet aux étudiants de développer leur talent magique lors de l'événement d'éveil. Un groupe de camarades de classe derrière lui discute du talent qu'ils souhaitent avoir et commence à s'extasier sur un gars aux cheveux bleus nommé Bai Mu, car il est presque certain de devenir un mage de talent de glace comme le reste de sa famille. La glace est l'un des éléments les plus puissants. Fanmo s'approche de son père qui l'attendait avec impatience devant l'école. Il lui demande comment s'est passé l'examen, mais Fanmo était trop honteux pour dire quoi que ce soit. Comprenant son silence, son père lui dit de ne pas s'inquiéter car il lui a trouvé une offre d'emploi bien rémunérée comme chauffeur dans une ville voisine. Ne voulant pas être chauffeur, Fanmo supplie son père de lui donner une autre chance de devenir un mage que tout le monde respecte. Il refuse de rester un perdant dans ce monde magique. Son père sent sa détermination et lui dit qu'il réfléchira à quelque chose s'il est sérieux à ce sujet, et ils rentrent tous les deux à la maison. Le lendemain, lui et son ami rentrent ensemble de l'école. L'ami lui dit que Ning Simu était revenue de la capitale plus tôt ce matin-là et qu'elle est encore plus belle qu'avant. Fanmo l'ignore et ne répond pas. Il remarque son père en train de parler à un homme à l'air snob nommé Monsieur Mu, pour qui il travaille comme chauffeur depuis des années. Il supplie Monsieur Mu d'utiliser son influence pour faire admettre Fanmo à Magic Senior High en guise de faveur. Monsieur Mu se moque de lui, disant que non seulement Mufan a échoué à l'examen, mais qu'il avait aussi essayé de s'enfuir avec sa fille, l'héritière de la famille Mu. Son père ne recule pas, disant qu'il fera n'importe quoi pour que son fils entre à l'école. Monsieur Mu accepte de l'aider s'il lui promet sa maison, et son père accepte. Plus tard dans la nuit, le père dit à Fanmo qu'il l'a fait admettre à l'école en parlant à l'un de ses amis qui est directeur de Magic Senior High School. Il dit aussi qu'il va mettre la maison en location, car lui et sa sœur resteront à l'école à plein temps et leur père est toujours absent à cause de son travail de chauffeur. Fan promet de devenir un puissant mage un jour et de rendre sa famille heureuse et riche. En faisant ses devoirs le soir, il procrastine tout comme vous en regardant cette vidéo. Au lieu d'étudier sérieusement pour devenir mage et aider sa famille, il se souvient du moment où Ning Zimu lui avait demandé de l'emmener loin de chez elle. Ils s'étaient enfuis ensemble, mais n'étaient pas allés loin avant d'être attrapés. Après cela, Monsieur Mu, avec sa bande, a fait irruption chez lui pour tabasser Fanmo et son père pour avoir tenté de s'enfuir avec l'héritière de la puissante famille. Et il se souvient encore clairement de la façon dont Monsieur Mu a menacé de lui casser les 2 jambes s'il posait à nouveau les yeux sur sa fille. Le jour de l'événement d'éveil magique, lorsque tous les élèves éveillent leur talent magique et commencent leur chemin pour devenir mage, arrive enfin. Chacun reçoit un badge qui portera un symbole spécifique une fois que son pouvoir s'éveille, ainsi que 7 étoiles. Habituellement, les 7 étoiles sont sombres au début, ce qui signifie que la personne est juste un débutant. Les étoiles commencent à briller une par une à mesure que la personne devient plus fort. Ayant obtenu la meilleure note à l'examen, Bai Mu passe en premier et touche une boule de cristal devant la classe pour éveiller son talent. Comme prévu, il obtient le talent de glace comme tout le monde dans sa famille. Même une de ses étoiles brille, montrant qu'il est déjà plus habile que le débutant moyen. Fanmo passe en dernier, tandis que tout le monde se moque de lui alors qu'il s'approche de la boule de cristal. Rien ne se passe quand il met sa main dessus, ce qui fait rire tout le monde. Il essaie à nouveau avec une concentration renouvelée, et cette fois, une lumière violette éclatante jaillit de la boule de cristal. Tout le monde, même les élèves des autres classes, se rassemble autour de lui avec admiration pour voir la lumière violette. Le violet signifie l'élément foudre, l'élément le plus rare et le plus puissant connu dans le monde. Fanmo entre dans un état de stupeur et reste debout avec sa main sur la boule pendant longtemps. Tout le monde dans la classe est parti quand il reprend ses esprits et remarque que la boule est maintenant devenue rouge lumineuse. Fanmo réalise qu'il a éveillé non pas un, mais 2 des éléments les plus puissants. Mais pour une raison quelconque, ses camarades de classe ne se souviennent pas de l'avoir vu obtenir le talent de la foudre. Il a hâte de prouver à ses camarades qu'ils ont tort avec ses nouveaux talents. 2 mois passent depuis l'éveil et leur professeur explique comment compléter la libération magique. Le but est de contrôler les 7 étoiles qui se déplacent à volonté dans le monde spirituel de chacun en concentrant votre esprit pour amener les étoiles dans une orbite fixe et stable. Réussir cela permet de compléter la libération magique, leur accordant leur pouvoir magique. Bai Mu contrôle déjà 5 étoiles, le plus élevé de la classe. Fanmo est le plus en retard, ne pouvant contrôler qu'une seule de ces étoiles pour son talent de feu.
Après l'école, il boude à cause de ses camarades méchants. Il est frustré que personne ne sache qu'il peut déjà contrôler 6 de ses étoiles dans son talent de tonnerre. Pourtant, il perd toujours à la 7e étoile, ce qui l'empêche de débloquer ses capacités de tonnerre. En marchant, il tombe sur sa jeune sœur, Qingxi, dans un parc. Il se rend compte qu'elle est coincée sur une balançoire parce qu'un groupe de délinquants a pris son fauteuil roulant. Le chef l'aime bien, mais comme il ne sait pas comment gagner son amour, il pense que la faire chanter en prenant son fauteuil roulant jusqu'à ce qu'elle accepte d'être sa petite amie est une bonne idée. Furieux, Fuman les confronte pour récupérer son fauteuil roulant, mais ils se battent. Prêt à se battre pour l'honneur de sa sœur, il canalise toute sa volonté pour aligner les étoiles de son talent de tonnerre. Il débloque avec succès sa première capacité de tonnerre, la colère du tonnerre, et électrocute le chef. Après avoir appris qu'il est un mage, les autres sont terrifiés par lui et s'enfuient. Une fois parti, il rend le fauteuil roulant à Qingxi et elle lui dit combien elle est fière qu'il puisse utiliser la magie. De retour à la maison, Fan Mo s'entraîne à aligner ses étoiles de feu dans le bain car il a désespérément besoin de réussir l'examen final. Son père prend un grand risque en acceptant le travail de chauffeur dans la ville voisine car les villes environnantes subissent régulièrement des attaques de monstres. Son père serait sans défense dans un tel scénario car c'est une personne ordinaire sans magie. Qingxi lui demande comment il a appris à utiliser la colère de l'eau si rapidement. Elle soupçonne qu'il a rejoint Black Curio, un culte qui aide les gens à maîtriser leurs compétences plus rapidement. Il la rassure en disant qu'il a seulement pu le faire parce qu'il s'est beaucoup entraîné en privé. Une fois qu'elle part, il réalise qu'il ne peut pas encore montrer son pouvoir de tonnerre aux gens, car cela susciterait des soupçons. Le talent de tonnerre sera son atout pendant qu'il s'entraîne dur pour maîtriser son talent de feu à temps pour l'examen final. Un jour, une nouvelle professeure de magie pratique entre en classe et se présente. Wu-Tang est une mage au talent de feu et tous les garçons tombent instantanément sous le charme de son apparence et de ses capacités impressionnantes. Fan Mo trouve également une nouvelle motivation après l'avoir vu démontrer son tour de rafale de feu. Cependant, tandis que Fan Mo consacre tout son temps à perfectionner ses compétences et montre une amélioration progressive dans ses cours, Bai Mu et Monsieur Mu complotent des moyens de le faire échouer comme des méchants de dessins animés. Ils sont toujours amers à cause de la fugue et veulent ruiner sa vie à cause de l'incident. Monsieur Mu prévoit de saboter son examen final en utilisant une pierre noire. La pierre noire ressemble à un simple caillou noir, mais elle a la capacité d'absorber l'énergie magique de tout ce qu'elle touche. Avec l'aide d'un professeur corrompu, il prévoit de placer la pierre sous la boule de cristal pendant le tour de Fan pour absorber la lumière qui en sort, ce qui indiquerait une mauvaise performance méritant une note d'échec. Avec seulement un mois avant l'examen, leur professeur explique le processus de notation. Les élèves doivent toucher la boule de cristal qui évalue leur capacité magique et brille en fonction de leur force. Donc, plus une personne est forte, plus la boule brille. Les élèves peuvent être notés de D à A, D étant la note d'échec. Bai Mu demande au professeur s'ils devront effectuer une libération magique, vous savez, comme un intello. Le professeur souligne qu'attendre une libération magique des élèves après seulement 1 an d'apprentissage est déraisonnable, et donc ce n'est pas obligatoire. Cependant, si un élève y parvient, il est promu dans la classe élite et reçoit un bracelet étoile qui améliore ses capacités comme un boost d'expérience. Le jour de l'examen final, Ning Zuemu vient superviser la performance des élèves. Malgré le fait qu'elle ait le même âge qu'eux, elle est étudiante au prestigieux collège impérial et est experte dans l'utilisation de l'élément glace. Mu est excité de prouver sa valeur devant elle et en même temps de montrer à quel point Fan Mo est faible et incompétent. Ning Xue démontre son pouvoir à l'école en touchant la boule de cristal, provoquant la propagation de la glace depuis la boule jusqu'au podium et jusqu'au sol près des pieds des étudiants. La pauvre boule de cristal se casse en deux. Une nouvelle boule est placée sur le podium et les étudiants sont appelés un par un sur la scène. Le seul ami de Fan Mo, Xiaohu aux cheveux bruns, obtient un A. Motivé à essayer plus fort, il est le premier à tenter une libération magique, mais échoue. Ses camarades de classe le huent hors de la scène, prouvant à quel point cette école a les pires personnes. Mademoiselle Tang lui tape dans le dos et lui dit que c'était un bon essai. Merci, Mademoiselle Tang. Bai Mu passe ensuite. La boule de cristal brille très intensément avec 2 halos autour. Il obtient une note S plus élevée que le A habituel. Remarquant Ningxi dans le public, il demande également à effectuer la libération magique. Il aligne avec succès ses 7 étoiles et lance une ligne de glace rampante pour geler la cible. Il obtient une bonne note B pour le lancement de magie. Sa performance met encore plus de pression sur l'élève suivant, qui se trouve être Fan Mo. L'examinateur et Monsieur Mu échangent un sourire malicieux avant qu'il ne monte sur scène et place secrètement la pierre noire sous la boule de cristal comme prévu. Fan monte sur scène et pose sa main sur la boule. À sa surprise, la boule émet la plus faible lumière orange. Il essaie à nouveau et échoue encore. Monsieur Mu profite de cette occasion pour dire à Ningxi à quel point il est incompétent et comment il a déshonoré sa famille en ne réussissant même pas cet examen. Ningxi reste silencieux tandis que tout le monde se moque de lui. Fan ne cesse d'essayer et finalement, la pierre se brise après avoir absorbé trop de puissance. Après cela, la boule de cristal s'illumine avec un halo autour d'elle. Le professeur lui donne un B. Mademoiselle Tang, qui regardait tout le temps, soupçonne que la boule de cristal est défectueuse et demande une réévaluation de Fan. Les élèves soutiennent Mademoiselle Tang, pensant qu'elle doit dire cela parce qu'elle croit que Fan Mo mérite une note inférieure. Le professeur supplie Mademoiselle Tang d'abandonner sa demande parce qu'il ne veut pas que Fan échoue lors d'un nouveau test équitable.
Mais Ningxi intervient et insiste également pour un nouveau test. Une autre boule de cristal est immédiatement apportée. Dès que Fan la touche, la boule brille d'un rouge éblouissant avec des rayons de lumière entourant son corps. Avec la note S, il demande aussi à effectuer une libération magique. Une fois la cible placée devant lui, Fan Mo lance habilement une grande boule de feu enflammant la cible et lui valant une note A pour la libération. Reconnaissant son potentiel, un Monsieur Mu avec une meilleure coiffure et un statut plus élevé que le Monsieur Mu habituel l'appelle et l'invite à faire partie de la famille Mu et lui offre un bracelet étoile de feu pour mieux maîtriser ses pouvoirs. À la stupéfaction générale, Fan Mo non seulement le refuse, mais l'insulte lui et sa famille pour avoir rabaissé son père, l'avoir traité comme un chien de compagnie et pour être entré par effraction chez eux pour le battre lui et son père, causant à son père une blessure au dos qui ne s'est jamais guérie. Monsieur Mu essaie de riposter en utilisant ses pouvoirs de glace, mais le principal intervient en soulignant qu'aucune violence ne peut avoir lieu dans l'enceinte de l'école. Il demande à Fan de s'excuser pour avoir manqué de respect à ses aînés, mais Fan refuse. Monsieur Mu menace de le faire expulser, mais le principal rétorque qu'il ne sera pas expulsé tant qu'il occupe son poste. Bai Mu le défie en duel pour régler les choses. Monsieur Mu insiste sur l'idée et déclare que le duel se déroulera entre Fan Mo et Hang Yu, son fils adoptif qui est encore plus fort que Bai. Fan accepte et décide que s'il perd, il s'excusera auprès de la famille Mu, mais s'il gagne, la famille Mu devra s'excuser auprès de son père. Selon les lois des mages, les duels sont interdits entre mages mineurs, il fixe donc une date 2 ans plus tard pour régler le combat une fois pour toutes. Ningxi sourit à Fan Mo avant de partir avec les autres. Le semestre suivant commence avec Fan Mo en tête de la classe d'élite. Le professeur explique qu'il y a 3 bracelets étoilés qui seront donnés aux 3 meilleurs élèves de la classe pendant 1 mois. Cependant, en guise de punition pour avoir insulté la famille Mu, Fan n'aura le bracelet que pendant 10 jours, après quoi il sera passé au 4e élève. Étant donné que les bracelets sont limités et très précieux, un étudiant qui les rend en retard ou les endommage sera non seulement expulsé, mais aussi interdit de devenir mage. Plus tard dans la nuit, Fan fixe le bracelet en étant assis seul dans le noir. Chaque fois qu'il sort le bracelet de sa poche, le pendentif mystérieux sur sa chaîne commence à léviter. Il met le bracelet quand le pendentif se soulève, se déploie et la bouche du poisson s'ouvre pour avaler le bracelet en entier. Fan Mo essaie frénétiquement de récupérer le précieux bracelet quand Mademoiselle Tang s'approche de lui par derrière et devine correctement qu'il a perdu le bracelet. Il explique ce qui s'est passé et lui montre le pendentif. En l'inspectant, elle réalise qu'il s'agit d'un équipement magique unique en son genre qui se nourrit d'autres équipements comme le bracelet et jaillit pour augmenter sa puissance de boost. Cela explique pourquoi il a pu débloquer 2 éléments et comment il a pu progresser beaucoup plus rapidement que ses pairs. Elle lui conseille de garder le pendentif secret et de le faire grandir en le nourrissant d'autres engrenages. Elle lui assure qu'elle s'occupera de l'affaire du bracelet perdu et disparaît. Quelques jours plus tard, la classe part en excursion à Snowy Peak Outpost, un endroit fortement gardé 24 heures sur 24, au-delà duquel vivent de nombreux monstres mangeurs d'hommes. Fan y va avec son pendentif clairement visible au-dessus de son t-shirt blanc uni. Intelligent. L'instructeur là-bas leur assigne une mission de chasse à la prime. Pour leur accorder un peu de répit en raison de leur inexpérience, toute la classe recevra un A si au moins un élève la termine. Cependant, si personne ne termine la chasse, toute la classe échoue. Les étudiants décident qu'ils préfèrent abandonner pour éviter de risquer leur vie, mais l'instructeur les réprimande pour leur lâcheté malgré leur appartenance à la classe d'élite de la meilleure école de magie. Il dit que les étudiants qui réussissent à chasser un monstre seront récompensés par une armure magique, un équipement magique qui coûte des milliers. Fan, déterminé à devenir plus fort pour le duel, vise à tuer un monstre. La classe se divise en différentes équipes pour explorer la nature sauvage au-delà de l'avant-poste, utilisant leurs pouvoirs pour éliminer les obstacles. 2 équipes, comprenant Bai Mu et Fan Mo, atteignent la grotte que l'instructeur leur avait ordonné de trouver. Leur tâche est d'inspecter la grotte pour vérifier s'il reste des démons loups à un œil après qu'ils aient été éliminés par les mages de l'avant-poste et de chercher un bracelet étoile que l'instructeur a perdu là-bas. Alors que les autres explorent la grande grotte en groupe, Fan se fixe sur l'étang à l'extérieur de la grotte. Son ami lui demande à quoi il pense. Fan fait remarquer que l'étang n'est qu'à moitié plein, bien qu'il ait plu juste avant leur arrivée à l'avant-poste, et que la ligne de flottaison est encore visible, indiquant que quelque chose de gigantesque a dû vider la moitié de l'eau de l'étang. L'ami panique et se précipite pour avertir les autres. Bien sûr, ils ne le croient pas, lui et Fan, et lui disent de rester en arrière, s'ils ont trop peur d'entrer dans la grotte. Littéralement 10 secondes après être entrés, ils se retrouvent face à un loup géant, ce qui fait crier tout le monde et courir dans tous les sens. Bai Mu essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais n'arrive pas à se concentrer et manque de se faire mordre par le loup. Un autre étudiant du feu essaie de l'abattre, mais Fan Mo l'emporte avant qu'il ne lui saute dessus. Alors que tous les étudiants perdent la tête, les instructeurs et les professeurs les observent du haut d'une falaise. En réalité, le loup n'est pas un démon loup à un œil, mais simplement l'archlou de compagnie beaucoup moins féroce d'un des instructeurs. C'est simplement un test pour voir si les étudiants peuvent utiliser leur magie dans des situations vraiment critiques. Juste au moment où l'instructeur principal pense qu'aucun des étudiants n'est à la hauteur, il voit un éclair de lumière bleue venir de la grotte. Bai Mu utilise avec succès son pouvoir de glace rampante de niveau 1 pour immobiliser le loup.
Après avoir vu Bei réussir, la même étudiante se libère de l'emprise de Fan et retourne à la grotte pour combattre le loup elle aussi. Tout ce que son explosion de feu de niveau 1 fait, c'est de faire fondre la glace que Bei a lancée et libérer le loup complètement indemne. Un autre étudiant avec un talent pour le tonnerre essaie de les sauver, mais cela ne fait que stopper le loup pendant quelques secondes. Réalisant que la magie de niveau 1 n'a aucun effet sur le loup, Fan se concentre enfin et débloque sa capacité de feu de niveau 2, crémation. Cela enflamme le loup, le poussant à sauter dans l'étang. Les instructeurs et les enseignants sont ravis de voir un mage talentueux parmi les étudiants, mais le prodige se rend compte qu'il n'a plus le contrôle sur l'archiloup. Jusqu'à présent, le propriétaire le contrôlait pour qu'il ne blesse pas les étudiants. Maintenant qu'il est complètement libre, ils sont en réel danger. Le loup cible d'abord la fille, mais l'ami aux cheveux bruns de Fan utilise ses pouvoirs de vent pour l'éloigner rapidement de la vue du loup. Bai Mu essaie de suivre avec une attaque, mais le loup saute par-dessus lui et tente d'atteindre Fan. Ils courent tous plus profondément dans la grotte tandis que le loup les suit. Un des camarades de classe suggère qu'ils devraient s'enfuir pendant que le petit groupe combat le loup pour que leur mort ne soit pas vaine. Heureusement, les autres refusent d'abandonner leurs amis. À ce moment-là, l'instructeur principal arrive sur les lieux avec des ailes semblables à celles d'un ange et demande où est le loup. Fan et son ami fuient le loup grâce à ses pouvoirs de vent, mais le loup finit par blesser l'ami lorsqu'il essaie de protéger Fan d'une attaque. En colère après avoir vu son ami se blesser, il affronte le loup de front, cette fois avec son talent de foudre. Le loup ralentit après avoir été électrocuté lorsque Fan remarque un énorme pic suspendu au-dessus du loup. Il utilise ses pouvoirs de feu de niveau 2 pour faire tomber la pointe et transpercer le corps du loup. Une fois que le loup s'effondre au sol, une petite orbe blanche sort du loup et est absorbée par son pendentif. Il ne perd pas beaucoup de temps à y réfléchir et se précipite pour aider son ami inconscient. L'instructeur principal les rattrape et est choqué de voir le loup mort. Fan explique qu'il a utilisé ses pouvoirs de feu pour faire tomber la pointe et le tuer, mais l'instructeur reste sceptique quant à la façon dont le loup archétype n'a pas réussi à l'esquiver avec ses réflexes ultra rapides. Fan écarte sa stupéfaction en demandant de l'aide pour son ami blessé. Fan et l'instructeur commencent à se diriger vers la sortie avec l'ami sur le dos de l'instructeur. Ils rencontrent le reste de la classe et les enseignants qui sont venus les chercher en chemin. Ils demandent où est le loup pour découvrir qu'il est mort. Tout le monde suppose que l'instructeur l'a tué et le propriétaire exige de savoir pourquoi il l'a tué, même si ce n'était pas une véritable menace pour l'instructeur expérimenté. Il explique que ce n'était pas lui, mais Fan Mo qui l'avait tué avant qu'il ne les trouve dans la grotte. Tout le monde a du mal à croire qu'un simple étudiant puisse combattre un monstre à mort, certains soupçonnant encore que l'instructeur ait mis fin à sa vie. Le propriétaire court vers le cadavre de son animal et commence à pleurer en le serrant fort. Le loup ne méritait pas de mourir pour ce test scolaire. Néanmoins, c'est cet événement qui fait que tous ses camarades de classe reconnaissent la force de Fan Mo. Ils le félicitent enfin pour ses capacités et le remercient de leur avoir sauvé la vie. Mademoiselle Tang souligne que si le loup n'avait pas été sous contrôle au début, ceux qui n'étaient pas capables d'utiliser la magie pour se protéger seraient morts. Dans la vie réelle, les monstres sont des bêtes impitoyables qui tuent sans distinction et ils doivent apprendre à affronter leurs peurs et à les combattre. L'instructeur principal annonce que les élèves qui ont réussi à utiliser la magie contre le loup reçoivent une reconnaissance spéciale pour leur courage et toute la classe obtient un A pour avoir réussi le test. Fan Mo obtient un S et une armure magique pour avoir tué le loup. Lors de la cérémonie de remise des prix, le directeur invite même Fan à rejoindre leur institution à l'avenir pour une vie confortable. Cependant, son esprit est occupé à comprendre comment Fan a réellement réussi à tuer le loup. Il se souvient avoir remarqué que le sol était brûlé autour et sous le corps du loup, et que le visage du loup avait d'étranges marques noires. Ses pensées sont interrompues par un garde qui l'alerte de la présence de démons loups osseux à l'ouest de leur territoire. Il passe rapidement à l'action et ordonne à tous les gardes de trouver et tuer les monstres. 2 mois après l'excursion, Fan Mu continue de pratiquer sa magie. Après l'attaque du loup, il a réalisé que la magie de niveau 1 n'a aucun effet sur les monstres et qu'il doit travailler à se renforcer. Il avait passé tout son temps à pratiquer son talent de feu jusqu'à présent pour montrer ses capacités aux autres, mais il doit aussi améliorer son talent de feu pour l'amener au moins au niveau 2. Si ce n'avait pas été pour le pic géant, lui et son ami seraient morts dans la grotte. Selon Mademoiselle Tang, son pendentif accélère ses progrès en absorbant d'autres équipements, esprits et monstres. Et s'il est capable d'absorber plus, il peut améliorer son pendentif à un niveau d'équipement spirituel, ce qui peut lui donner un boost de 40% par rapport aux 20% actuels. Alors, il décide de devenir chasseur de primes pour gagner de l'argent afin de nourrir son pendentif et acquérir de l'expérience en combat. Le lendemain, il entre dans le hall des chasseurs de primes avec un masque noir pour couvrir son visage. Le hall des chasseurs de primes est l'endroit où les dernières primes avec leurs récompenses en argent sont listées pour que les chasseurs de primes puissent les choisir. Là, il entend un homme donner des conseils à un jeune mage sur les missions à prendre. Il s'approche de lui pour lui demander si le groupe de chasseurs de monstres recrute, ce à quoi l'homme pointe une longue file de candidats. L'homme lui conseille d'économiser son temps et de chercher des emplois plus simples, car les chasseurs de monstres sont très sélectifs et seuls les mages expérimentés sont acceptés. Fin souhaite toujours rejoindre parce que les chasseurs de monstres combattent les monstres dans la ville et rester en ville serait plus pratique pour assister à ses cours également. L'homme dit que s'il a le talent du feu, ce sera beaucoup plus facile d'entrer.
Il demande si ce serait facile avec le tonnerre et l'homme rit, pensant qu'il plaisante. Puisque le tonnerre est si rare, Air d'une capacité. Même un débutant peut rejoindre n'importe quel groupe. Avec cette information, Fang fait la queue pour postuler à l'ouverture chez Monster Hunter. Tous ceux avant lui sont rejetés, ce qui pousse le capitaine à se frustrer face aux candidats inexpérimentés qui sous-estiment les compétences requises pour faire partie du groupe. Pour le tour de Fang Mo, les employés juniors lui demandent ses qualifications et sont sur le point de le refuser car il n'est même pas un chasseur certifié. Cependant, il leur démontre son talent pour la foudre, les laissant, ainsi que tous ceux dans la file, bouche bée devant un élément qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Le capitaine surgit par la porte et l'accueille dans le groupe Monster Hunter, ignorant son inexpérience et renvoie tous les autres candidats. Il commence à présenter Fang aux membres principaux, en commençant par l'adjoint, un mage de glace nommé Tangkai. Fang la reconnaît comme l'une des cousines de Ningxue et espère qu'elle ne le reconnaît pas. Le reste des présentations est interrompu par des informations selon lesquelles un collège de filles est attaqué par des démons et qu'une élève est portée disparue. Le capitaine demande à Fang de rentrer chez lui, mais il demande à les rejoindre dans leur mission, ce à quoi le capitaine accepte. En chemin, il essaie de joindre sa sœur parce qu'elle est étudiante à l'école attaquée. Il craint que sa sœur ne soit celle qui manque à l'appel. Une fois arrivé, le capitaine délègue différentes tâches aux membres et demande à Fang d'inspecter la cantine. À la cantine, Fang sursaute à cause de la sonnerie de son téléphone. Il répond et entend la voix de sa sœur. Elle explique qu'elle a oublié de prendre son téléphone lors de l'évacuation d'urgence et utilise un téléphone public pour le contacter. Elle dit que bien qu'elle soit en sécurité, elle a senti quelque chose rôder dans le dortoir. En évacuant, elle a aperçu une fille marcher dans la direction opposée vers la cantine et s'inquiète pour elle. Il la rassure qu'il la cherchera et termine l'appel. Juste après avoir raccroché, il croise le regard d'un énorme monstre bleu à un œil. Il tire un rayon de lumière explosive vers lui, mais il parvient à se baisser et à l'esquiver, ce qui fait éclater la fenêtre derrière lui et enflammer les environs. Cela alerte les autres membres qui arrivent rapidement sur les lieux. Le mage de l'eau bloque un autre rayon de lumière qui aurait touché Fang avec un mur d'eau. Ils disent à Fang de se retirer pour que les experts puissent s'en occuper. Ils manœuvrent habilement autour des rayons du monstre tandis que le capitaine utilise ses capacités de feu pour contrôler le feu dans la zone afin de suivre le démon. Il est grillé vif lorsque sa tempête de feu de niveau 3 le frappe en un seul coup. Ils se détendent une fois qu'ils pensent que la menace a été éliminée, mais le démon a survécu à l'attaque et ouvre son œil. Il bondit sur la mage de glace, Tang, qui est prise au dépourvu. Le capitaine ordonne à la mage d'eau de le bloquer, mais il passe simplement à travers son bouclier et déchire ses vêtements. Fang est celui qui réagit assez vite pour l'abattre avant qu'il ne cause plus de dégâts en utilisant son pouvoir de serpent de tonnerre. Le capitaine crie sur la mage de l'eau pour ne pas avoir arrêté le démon. Il ne veut pas entendre ses excuses parce que des excuses dans leur groupe signifient que la vie de quelqu'un aurait pu être prise. Il félicite Fang pour ses réflexes incroyables et le promeut en tant que membre à plein temps pour son bon travail. Plus tard, Fang remarque que l'esprit du démon rat, sous forme d'un orbe jaune, sort de son corps et est absorbé dans son pendentif comme celui du loup, mais réalise que personne ne peut maintenant le voir. La mission des chasseurs de monstres n'est pas encore terminée. Ils n'ont toujours pas trouvé la fille disparue. Certains membres ont seulement repéré un tunnel dans la cuisine rempli des empreintes du démon. Ils déduisent qu'il y a plus qu'un seul démon rat cyclope auquel ils font face, une opération dont l'ampleur devra être gérée par l'Association des sociétés magiques. Après les avoir alertés, les chasseurs de monstres quittent l'école. Sur le chemin du retour, l'un des membres qui a trouvé le téléphone de Fang sur le sol de la cantine fait remarquer qu'il a de nombreux appels manqués d'un numéro insensé. Fang rentre chez lui pour trouver sa sœur près d'une cabine téléphonique. Elle est tellement soulagée de le voir sain et sauf qu'elle essaie de se lever de son fauteuil roulant. Il vient vers elle et la serre dans ses bras, la rassurant que son frère peut maintenant s'occuper des monstres et s'est débarrassé de celui de son école avec l'aide de son équipe. Il raconte l'histoire de manière légère pour la mettre à l'aise et lui dit que sa priorité absolue devrait être de se protéger pour lui. Pendant ce temps, à la résidence Jianyu, Angyui, le futur adversaire de duel de Fang a progressé plus rapidement que ses pairs. Il a déjà atteint le niveau 2 de son talent de glace et devrait atteindre le niveau 3 d'ici un an, avec lequel il aura la capacité de geler une vaste zone autour de lui. Malgré cela, Ang est toujours insatisfait de ses progrès parce que Ningxue est en avance sur lui. Monsieur Mu lui dit qu'il devrait seulement se préoccuper de vaincre Fang lors du duel, un accomplissement qui lui vaudra des récompenses de la part du maître. Il va ensuite voir le plus calme Monsieur Mu et lui demande pourquoi il doit affronter Fan Mo en duel puisqu'il est un adversaire indigne. Monsieur Mu est d'accord avec son sentiment, mais dit qu'il n'avait pas le choix car c'est ce que le principal et le maître voulaient. En prime, il croit que gagner le duel sera la première étape pour qu'Ang contrôle la ville. Ce n'est pas tout. En plus, la source sacrée est en jeu. La source sacrée est un lieu où une seule personne est choisie pour s'entraîner chaque année et toutes les écoles et grandes familles espèrent obtenir cette position. Démontrer ses pouvoirs écrasants lors du duel fera de lui un candidat pour la source. Au même moment, l'autre Monsieur Mu et Bai se rencontrent dans un jardin pour comploter également. Bai remarque que le maître semble beaucoup favoriser Ang et demande s'il pourrait être le prochain chef.
Monsieur Mu dit que Ningxia est la seule véritable héritière de la famille Mu et que le maître utilise Eng comme un chien pour que Ningxia puisse l'utiliser comme tremplin vers sa position au sommet. Au siège des chasseurs de monstres, Fang reçoit son premier gros chèque de paie. En tant que membre à plein temps, il est ravi de recevoir une somme conséquente pour chaque mission ainsi que des primes. Cela lui permettra de nourrir rapidement son pendentif et de monter de niveau encore plus vite. En raison de son nouveau travail, il ne va pas autant à l'école. Un jour, lorsqu'il trouve le temps d'aller en cours, Min Xiao, la fille qu'il a sauvée du loup, l'approche. Elle lui demande s'il serait prêt à sortir avec elle. Il suppose qu'elle est tombée amoureuse de lui et accepte. Il s'attend à aller au cinéma ou au restaurant pour leur premier rendez-vous, mais l'adresse qu'elle lui donne le mène à une ruelle vide. Lorsqu'elle arrive, elle commence à parler des tremblements réguliers qui se produisent dans la région. Confus, il lui demande pourquoi elle l'a invité. Elle précise que sa grand-mère habite dans un immeuble à proximité et qu'elle ressent fréquemment des tremblements la nuit. Inquiète qu'il y ait un problème, elle a pensé à lui demander de l'aide pour enquêter sur la présence de monstres dans la région. Il accepte d'aider et se sent assez confiant pour gérer le problème puisqu'il a déjà pris en charge 7 à 8 monstres dans le cadre de son travail. Il sort un petit sac et l'ouvre pour en renverser de la poudre, une poudre magique qui révèle les traces laissées par les monstres. Il examine les empreintes nouvellement apparues et en déduit qu'il doit se cacher à la vue de tous. À cet instant, un loup géant à un œil émerge du sol avec un encas dans la bouche. Il le regarde se nourrir d'un humain mort, quelqu'un qui devait être sans-abri. Il devait rôder dans la ville depuis un moment, chassant les sans-abri parce qu'ils sont moins susceptibles d'être signalés disparus par la police. Ce loup est 2 fois plus grand que celui qu'ils avaient affronté lors de l'excursion. Min est terrifié et supplie Fang de quitter les lieux. Il lui demande de s'enfuir seul, d'évacuer le quartier et d'alerter la police. Cependant, Min dit qu'elle n'attend pas et a déjà la police en ligne. Le loup suit immédiatement le son de l'appel et les poursuit. Comme la dernière fois, Fang l'emporte loin de lui et enflamme le chemin derrière lui avec sa capacité de crémation de niveau 2 pour gagner du temps. Le loup est cependant super fort et continue de les suivre sans sembler se soucier du feu. Il lui dit de partir à nouveau et de le laisser s'occuper du loup. Elle refuse de le quitter car il n'y a aucun moyen pour des étudiants comme eux de faire face à ce démon seul. Pourtant, il la repousse et la force pratiquement à fuir la zone. Maintenant, seul avec le loup, il sort l'armure magique qu'il a reçue pour construire un champ de force de tonnerre, mais se fait repousser à la place. Ensuite, il essaie d'utiliser ses pouvoirs de feu, mais est interrompu par l'arrivée opportune de Tang Kai, la mage de glace qui se trouvait dans la région lorsque Min alertait les civils pour évacuer. Elle lance un puissant sort de glace pour geler les jambes du démon sur place. Sans son masque noir, elle reconnaît le garçon à terre comme étant Mo Fan, celui qui a déshonoré la famille Mu, et lui dit sévèrement de partir. Elle contacte le capitaine pour lui dire que le loup est probablement un loup borgne qui a muté en absorbant le pouvoir émanant de la source sacrée. Elle demande à Fan Mo, le chasseur de monstres masqué portant le même nom que l'ennemi de la famille Mu, de se rendre sur les lieux et de neutraliser le démon avec ses pouvoirs de tonnerre. Sûrement, les noms identiques sont une coïncidence, pas du tout suspecte. Fan se précipite en dernier avec tous les membres déjà là à l'attendre. Ils avaient construit un dôme de glace autour du loup au moment de son arrivée. Il utilise son pouvoir de tonnerre de niveau 1 pour l'endormir. Le capitaine décide que la meilleure chose à faire est d'attendre l'arrivée des membres des associations des sociétés magiques pour gérer la situation, car utiliser ses pouvoirs de feu pourrait simplement faire fondre le dôme de glace et libérer le loup dans la ville. Le loup finit par sortir du dôme et commence à évoluer en un loup à face d'épines avec des épines poussant sur son dos. Si elle se transforme complètement, elle dépassera largement les capacités des chasseurs de monstres. Le capitaine ordonne à ses membres de tuer le loup immédiatement avant qu'il n'évolue complètement et ne sème le chaos dans la ville. Malgré toutes leurs tentatives pour le ralentir, il continue d'évoluer et de faire fondre la glace autour de lui. Le capitaine décide d'arracher le pansement et utilise ses sorts de rafale de feu et de tempête de feu pour passer à l'offensive à fond. Cela n'a pas beaucoup d'effet, sauf pour faire fondre toute la glace et libérer le monstre. Il bondit sur les chasseurs, mais le mage de l'eau invoque un mur d'eau solide pour le bloquer, mais cela ne le ralentit que quelques secondes. Le capitaine enchaîne en utilisant son pouvoir de crémation de niveau 2, tandis que le mage de la terre fait apparaître des piliers de roche devant le loup. Le loup les traverse comme s'ils étaient faits de pâte à modeler. Un autre mur d'eau apparaît devant le capitaine pour le protéger, mais le loup le pénètre, provoquant une vague d'eau qui s'abat sur le capitaine. La glace n'a pas non plus d'effet sur lui et le loup dévie les boucliers de glace qu'il conjure avec ses épines robustes. L'un des éclats a touché le capitaine, infligeant de graves dommages à son bras. Fang utilise sa capacité de tonnerre de niveau 2 pour déclencher un orage. Étant particulièrement vulnérable au tonnerre, c'est le premier mouvement qui gêne légèrement le loup. Il a du mal à avancer à travers l'orage, tandis que son évolution ralentit également. Pendant que Fang le maintient à distance, 2 chasseurs transportent le capitaine à une distance plus sûre. Le groupe, sachant qu'ils n'ont aucune chance de battre ce monstre, envisage de battre en retraite tandis que Fang le retient aussi longtemps qu'il le peut. Furieux à cette suggestion, le capitaine leur rappelle leur devoir en tant que chasseurs de monstres. S'ils tiennent bon, au moins ils peuvent garder le loup sous contrôle jusqu'à ce que l'aide arrive, même s'ils y perdent la vie. Cependant, s'ils fuient, des milliers de civils innocents mourront. Malgré ses graves blessures, il se redresse et aide Fang avec sa magie de feu.
À ce moment précis, un flot d'eau apparaît de nulle part et submerge le loup. Les mages sont choqués de voir un tsunami de puissance aquatique de niveau moyen devant eux. Cet homme bien habillé, aux cheveux longs, s'approche de Fang par derrière et dit au chasseur de monstres de reculer pendant qu'il s'occupe de la bête. Il se précipite alors vers le loup affaibli et invoque la compétence de tornade de niveau intermédiaire. Une tornade apparaît, aspire le loup dans son vortex tourbillonnant, l'emporte à une grande hauteur et le laisse tomber à sa mort. L'esprit du loup à face d'épine mort est absorbé par le pendentif de Fang. Il s'avère que l'homme est Monsieur Yang, un membre expérimenté et puissant de l'Association des sociétés magiques. Lui et les chasseurs discutent de la nécessité de déclencher l'alarme de la ville en raison de l'émergence récente d'un grand nombre de monstres dans la ville. Monsieur Young pense que l'alarme ne ferait qu'engendrer la panique parmi la population et recommande d'augmenter les effectifs pour la patrouille de la ville pour le moment. Après la mission, Fang essaie de comprendre ce qui se passe avec son pendentif. Il est devenu plus lourd et plus grand depuis qu'il a absorbé l'esprit du loup. En le regardant, le pendentif commence à briller d'un bleu éclatant. Il suppose que cela doit signifier qu'il est passé au niveau esprit. Avec ce nouveau niveau, il pourra progresser encore plus rapidement et pourrait même atteindre le niveau 3 dans ses talents de feu et de tonnerre d'ici le duel. Tout semble bien se passer pour lui. La prochaine fois qu'il rencontre sa sœur, il lui donne une partie de l'argent qu'il a gagné en tant que chasseur pour acheter un téléphone pour remplacer celui qu'elle a perdu le jour de l'attaque de monstres à l'école. Elle partage qu'elle a éveillé le talent de guérison, un type de magie blanche. Habituellement, les débutants ne peuvent éveiller que la magie élémentaire, comme le feu, le tonnerre, l'eau, etc. Mais son professeur a dit qu'il y a quelques exceptions. Elle dit qu'elle sait que ce qu'il fait pour gagner de l'argent est dangereux et propose de l'aider avec sa magie s'il en a besoin. Le lendemain, Fang se rend au bureau du principal pour discuter du duel à venir. Il aura lieu le jour de la cérémonie de majorité d'Ang et la nouvelle famille en fait un grand événement en invitant toutes les célébrités et les grands noms à la cérémonie. L'intention est claire. Ils ont l'intention de faire du duel le point culminant de l'événement et de mettre en valeur les capacités d'Ang. Le principal souligne que ce n'est qu'un de leurs motifs. Ils souhaitent également assurer la place d'Ang dans la source sacrée cette année-là. L'école souhaite envoyer leur meilleur élève, Fang, pour s'entraîner là-bas. Comme un seul mage est autorisé à s'entraîner là-bas chaque année, Fang devra vaincre Aang pour prouver sa valeur et accéder à la source. Même s'il croit qu'Aang a l'avantage en termes de ressources magiques et d'entraînement, il demande à Fang de faire de son mieux lors du duel pour gagner de la reconnaissance pour l'école. Il se rend compte que même son propre établissement n'a pas beaucoup confiance en sa victoire. Pourtant, il reste déterminé à gagner, à restaurer l'honneur de sa famille et à entrer dans la source sacrée pour devenir un mage de niveau intermédiaire. Le jour de la cérémonie de passage à l'âge adulte approche rapidement. Maître Mu dit à Ningxiu combien il a mis d'efforts dans le développement d'Aang afin qu'il puisse finalement devenir l'assistant loyal de Ningxiu. Elle est destinée à contrôler bien plus que cette ville. Elle lui demande si le duel doit avoir lieu en public, ce à quoi le maître répond que Fan a causé une honte extrême à la famille Mu et doit être humilié publiquement aussi. Elle s'excuse et quitte la pièce. Elle s'approche de Fan assis seul à un endroit surplombant le manoir Mu, d'où il peut voir la scène du duel qui aura lieu le lendemain. Elle lui conseille de sauter le duel et de fuir la ville parce qu'Aang ne montrera aucune pitié. Fan refuse l'idée, expliquant que son père est un tyran qui se réjouirait de reculer. Il souhaite honorer son propre père, qui a travaillé toutes ces années pour l'élever, lui et sa sœur, sans leur mère, qui les a abandonnés peu après la naissance de Xinzi. Il ne s'est jamais plaint, même après avoir été battu et humilié par la famille Mu à cause de l'erreur de son fils. Il veut prouver à son père que tout ce qu'il a sacrifié pour qu'il devienne mage n'était pas en vain, tout en prouvant au monde que son père n'est pas un imbécile. Le jour de la cérémonie arrive enfin. Tang accueille gracieusement les chasseurs de monstres au manoir, mais change immédiatement de ton lorsque Fan arrive sans masque. Les autres chasseurs regrettent l'absence de leur coéquipier Mo Fan, qui a dit qu'il ne pouvait pas venir ce jour-là. Lorsqu'ils voient le dos de Fan en entrant, ils ont l'impression de le reconnaître de quelque part. Tang explique qu'il l'avait aperçu brièvement en arrivant sur la scène du démon loup avant qu'elle ne lui ordonne de partir. Il trouve plus de similitudes entre Fan et Mo Fan, mais Tang leur assure que leur Mo Fan est 10 fois plus talentueux. Les camarades de classe de Fan le rencontrent alors qu'il dévore de la nourriture avant le duel. Ils viennent lui montrer leur soutien, mais il semble assez insouciant tout seul. Son père a également été invité à voir le duel. Maître Mu monte sur scène pour porter un toast à Aang et à son avenir à la tête de la ville. Au milieu des acclamations, il annonce le duel aux invités. Tout le monde se rassemble à l'arène pour assister au duel tant attendu. Aang s'avance avec confiance vers Fan, armé d'au moins 3 types d'équipements magiques. Les deux se serrent fermement la main, Aang lançant un sort pour geler leurs mains, tandis que Fan le contre avec un sort de feu pour le faire fondre. Ensuite, ils prennent des positions opposées dans l'arène, se faisant face. Maître Mu donne le signal pour commencer le duel. Aang passe à l'offensive en envoyant une plaque de glace avec de la magie de niveau 2 que Fan fait fondre rapidement avec explosion de feu. Fan riposte avec plusieurs boules de feu de crémation de niveau 2. Kang esquive avec une grande rapidité grâce aux chaussures magiques de l'élémentaire qu'il a équipé. Aang surprend la foule en déclenchant la capacité de niveau 3, tempête de glace rampante, pour geler rapidement tout le sol de l'arène. La tempête de glace est capable de geler un loup borgne à mort en quelques minutes.
Cela semble être une fin rapide pour le duel, mais Fan persiste avec un mur de feu pour le protéger du froid. Cependant, il est finalement éteint. Le principal insiste pour mettre fin au duel à ce moment-là car la tempête de glace pourrait tuer Fan, mais Maître Mu le prolonge en disant que le mage de feu devrait pouvoir résister plus longtemps. Fan essaie de débloquer sa puissance de feu de niveau 3 pour la première fois, mais la température en dessous de 0 rend la concentration difficile et il a toujours échoué à focaliser la 5e étoile en orbite. Cependant, le désespoir de sauver sa vie lui permet d'aligner les 7 étoiles. Il lance un puissant sort d'ignition de niveau 3, réussissant à repousser la glace. Il lance ensuite des attaques sur Aang, qui les esquive avec ses chaussures. Fan décide d'utiliser une arme différente et déclenche son attaque Tempête de feu de niveau 3 nouvellement acquise. Le sort offensif à grande échelle touche Aang, le faisant tomber au sol et blesser ses jambes. Le public est stupéfait de voir un débutant d'une famille pauvre mettre Aang à terre. Aang n'en a pas fini cependant. Il se relève et enlève son manteau brûlé pour révéler une armure magique en dessous. L'instructeur en chef du poste avancé de Snowy Peak, qui regardait le duel, se lève de son siège et lui annonce d'arrêter de se battre. L'armure magique est ignifugée et le public a déjà reconnu ses grandes capacités. Aang ricane et provoque Fan, disant qu'il devrait se rendre parce que son pauvre père ne peut rien se permettre pour le faire gagner. Ne voulant pas entendre une autre insulte lancée à son père, Fan refuse de se rendre. Il sort enfin son atout, son talent de tonnerre. Tout le monde, y compris Aang, est stupéfait de découvrir qu'il a non pas un, mais deux des éléments les plus puissants au niveau 3. Il libère un puissant dragon de tonnerre qui pénètre l'armure d'Aang et la réduit en morceaux, mettant fin au duel une fois pour toutes. Le public stupéfait acclame la victoire de Fan, tandis que la famille Mu se frappe la tête contre le mur. Fan, le héros, peut enfin rendre son père travailleur fier et prouve au monde qu'il et sa famille méritent reconnaissance et respect.